Bienvenue dans le Lab Citoyen, une chaîne pour questionner, comprendre et réinventer ensemble notre démocratie. Ici, on explore les idées qui dérangent, qui éclairent et parfois qui libèrent. Parce que réfléchir, c'est déjà agir. La démocratie au siècle des Lumières, comprendre la séparation des pouvoirs. Au 18e siècle, pendant le siècle des Lumières, des penseurs comme Montesquieu ont profondément influencé notre manière de concevoir la démocratie. L'une de ces idées majeures, qui reste encore aujourd'hui un pilier de nos systèmes politiques, est la séparation des pouvoirs. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Montesquieu pensait qu'il ne fallait pas laisser tout le pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe. Si une seule autorité contrôle tout, faire les lois, les appliquer et juger ceux qui les enfreignent, elle peut facilement en abuser. Pour éviter cela, il a proposé de séparer le pouvoir en 3 branches distinctes. 1. Le pouvoir législatif. Faire les lois. C'est le pouvoir qui écrit les règles du jeu. Dans une démocratie, ce sont généralement des élus, comme les députés ou les sénateurs, qui décident des lois qui vont organiser la vie collective. 2. Le pouvoir exécutif. Faire appliquer les lois. Ce pouvoir s'assure que les lois votées sont respectées. Il gère le pays au quotidien. Sécurité, éducation, santé, relations internationales. Dans une démocratie, ce pouvoir est souvent détenu par le gouvernement ou le président. 3e. Le pouvoir judiciaire. Juger ceux qui enfreignent les lois. C'est le pouvoir qui tranche les conflits. Il s'assure que les lois sont interprétées de manière juste et que chacun soit traité équitablement. Ce sont les juges et les tribunaux qui l'exercent. Pourquoi c'est important? Montesquieu pensait qu'avec cette séparation, chaque pouvoir pouvait surveiller les autres pour éviter les abus. C'est un peu comme un jeu d'équilibre. Aucun pouvoir ne doit être plus fort que les autres. On appelle cela un système de freins et contrepoids. Des exemples concrets pour comprendre les 3 pouvoirs. Pouvoir législatif. Faire les lois. Prenons un exemple simple, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Cette loi a été proposée, débattue, puis votée à l'Assemblée nationale. Les députés, élus par les citoyens, ont donc exercé leur pouvoir législatif en décidant de cette règle pour protéger la santé publique. Pouvoir exécutif, appliquer les lois. Une fois la loi votée, c'est le gouvernement, ministre, police, administration, qui s'assure qu'elle est respectée. Par exemple, des affiches sont installées dans les lieux publics. Des amendes peuvent être données en cas de non-respect. Le gouvernement applique donc la loi dans la vie concrète. Pouvoir judiciaire, juger les infractions. Si quelqu'un refuse de payer son amende ou conteste la loi, c'est un juge qui tranchera. Le pouvoir judiciaire intervient donc pour interpréter la loi et juger les litiges de manière neutre. Du vote à la démocratie directe, repensez le pouvoir législatif. Dans notre système actuel, le pouvoir législatif est surtout exercé par des représentants élus, députés, sénateurs. On vote tous les quelques années pour choisir une personne ou un parti, et ensuite, ce sont eux qui prennent les décisions en notre nom. Ce système a des avantages. Il est stable, il permet de déléguer, mais il a aussi des limites. Les citoyens ont peu de pouvoir entre les élections et les décisions peuvent parfois s'éloigner des besoins réels de la population. Mais que se passerait-il dans une démocratie plus directe? Imaginons une société où les citoyens peuvent participer activement à la création des lois, pas seulement voter pour des représentants. Grâce aux nouvelles technologies, cela devient possible, des outils pour une démocratie directe. Plateformes numériques citoyennes, des sites web ou applications sécurisées où les citoyens peuvent proposer, débattre et voter sur des lois. Exemple, Decidim, Barcelone, Consul, Madrid. Référendum d'initiative citoyenne, RAICE. Un groupe de citoyens peut forcer l'organisation d'un vote national sur une loi, comme en Suisse. Budget participatif. Les citoyens votent assez pour décider directement où une partie de l'argent public doit être investie. EGaeX. Rénovation d'une école, création d'un parc. Assemblées tirées au sort, des citoyens ordinaires
choisis aléatoirement, reçoivent une formation sur un sujet et délibèrent pour proposer une loi. Cela permet de représenter la diversité réelle de la population. Conclusion provisoire. En comparaison avec la démocratie représentative actuelle, une démocratie plus directe redonne du pouvoir concret aux citoyens, surtout dans le domaine législatif. Cela pourrait renforcer le lien entre les lois et les besoins réels de la société. Encadrer la démocratie directe, garantir efficacité, transparence et justice. Une démocratie directe demande plus qu'un simple accès à la parole. Elle nécessite des outils solides pour que les décisions prises soient bien informées, équilibrées et justes. Voici quelques mécanismes concrets. 1. Formation citoyenne. Avant de voter ou de proposer une loi, les citoyens doivent comprendre les enjeux. On peut prévoir des formations accessibles, vidéos, articles, débats publics, des collèges d'experts indépendants pour présenter différents points de vue, des modules éducatifs intégrés à l'école pour former à la participation démocratique. Deuxième, délibération collective. Une bonne décision demande du temps et des échanges, des plateformes numériques avec espaces de débat ouverts et modérés, des assemblées locales ou tirées au sort pour débattre des propositions avant un vote national. Troisième, transparence et traçabilité. Tous les débats, votes, financements et modifications doivent être accessibles au public. Chaque loi peut être accompagnée d'un journal de bord indiquant qui l'a proposé, pourquoi et quels arguments ont été présentés. Quatrième, droit de révocation et d'évaluation. Si une mesure votée s'avère injuste ou inefficace, elle peut être annulée par un vote de révocation populaire. Les lois peuvent être révisées régulièrement grâce à des retours citoyens. Cinquième, équité d'accès. On garantit que tout le monde, peu importe sa classe sociale ou son niveau de compétences numériques, puisse participer. Accès gratuit aux outils. Accompagnement pour les personnes éloignées du numérique. Traduction et simplification du langage. Et le pouvoir exécutif. Gérer sans dominer. Le pouvoir exécutif est crucial, c'est lui qui met en œuvre les décisions. Dans les systèmes actuels, il est souvent très puissant. Une démocratie réelle devrait donc veiller à le rendre fonctionnel, mais toujours contrôlé par le peuple. Comment choisir celles et ceux qui exercent le pouvoir exécutif? Première élection directe par le peuple. Cela reste possible, surtout pour des postes de coordination, comme un maire, un ministre. Mais il faut des garde-fous, mandat court, révocation possible, pas de cumul de fonctions. Deuxième tirage au sort. Pour certaines fonctions exécutives techniques ou locales, le tirage au sort peut permettre une rotation régulière du pouvoir. Des citoyens tirés au sort peuvent gérer un secteur spécifique, transport, culture, en suivant les lois votées. Ils travaillent en équipe, avec des experts qui les accompagnent, mais ne décident pas à leur place. Contrôle et limitation du pouvoir exécutif. Mandat limité dans le temps. Ex-ex, 1 an, non renouvelable immédiatement. Évaluation citoyenne régulière, panel citoyen ou outils numériques de retour d'expérience. Transparence totale sur les dépenses, décisions et actions. Obligation de respecter strictement les lois votées, pas de lois improvisées ou contournées. Révocation populaire possible en cas d'abus ou d'inefficacité. Exemple, la ville de Solaria, une démocratie directe en action. Solaria est une ville de 75 000 habitants qui a décidé de réinventer la démocratie. Depuis 10 ans, elle fonctionne selon un modèle de démocratie directe, participative et transparente. Voici comment elle s'organise concrètement. Premier, le pouvoir législatif. Les lois sont faites par les citoyens à proposition citoyenne. Chaque citoyen ou groupe peut proposer une loi via la plateforme numérique Agora Solaria. Pour qu'une proposition passe à l'étape suivante, elle doit récolter 500 soutiens en ligne. Elle est ensuite examinée par une assemblée citoyenne tirée au sort, composée de 100 personnes représentatives de la population. B. Délibération et enrichissement. L'assemblée tirée au sort consulte des experts neutres, organise des débats publics et recueille les arguments pour et contre.
Améliore la proposition de loi avec l'aide de juristes citoyens. C. Vote final. Une fois finalisée, la loi est soumise à un vote populaire en ligne sécurisé. Si 50% des votants l'approuvent, elle entre en vigueur. Deuxième, le pouvoir exécutif, géré sans dominer A. Coordination par des équipes mixtes. Chaque domaine, transport, énergie, culture, est géré par une équipe de coordination, un coordinateur tiré au sort pour un mandat d'1 an, des fonctionnaires compétents, un comité citoyen de contrôle, renouvelé tous les 6 mois. B. Transparence et responsabilité ou redevabilité. Chaque décision exécutive est publiée sur un journal numérique public avec justification, coût et objectifs. Les citoyens peuvent noter et commenter la gestion et demander une révocation collective si nécessaire. Troisième, le pouvoir judiciaire, indépendant et accessible. Les juges sont nommés par un comité de pairs et citoyens, après vérification de leurs compétences et d'un engagement à l'impartialité. Les citoyens peuvent nous saisir facilement les tribunaux via une interface simplifiée en ligne. Des médiateurs citoyens, également tirés au sort, aident à régler les petits conflits sans passer par un tribunal. Quatrième, outil permanent pour la participation. Budget participatif. 20% du budget de la ville est voté chaque année directement par les citoyens. Compte-rendu visuel. Chaque mois, un journal vidéo résume ce qui a été voté, géré et débattu. Éducation civique permanente. Les écoles, bibliothèques et centres communautaires proposent des ateliers de démocratie et de citoyenneté. Résultats à long terme. Taux de participation élevé, 65%. Des citoyens votent régulièrement sur les propositions. Confiance accrue dans les institutions. Diversité des décideurs, jeunes, retraités, ouvriers, étudiants. Tout le monde peut participer à la gestion. Moins de corruption, les décisions sont publiques, les pouvoirs tournent et les financements privés n'influencent plus les lois. Québec participatif. Un processus citoyen pour protéger la langue française. Exemple pratique pour imaginer le concept contexte. Dans un Québec réorganisé selon une démocratie plus directe, les citoyens ont le pouvoir d'initier, débattre, modifier et voter les lois. Le gouvernement devient un exécutant, transparent et contrôlé, tandis que la souveraineté appartient véritablement au peuple. Étape 1. Initiative citoyenne. Un groupe de citoyens, préoccupés par l'anglicisation croissante, propose une loi sur la protection renforcée du français. Il rédige une première version de la proposition. Par exemple, tout affichage public au Québec doit être majoritairement en français, y compris dans les entreprises privées. La proposition est déposée sur la plateforme citoyenne Québec Agora. En moins de 2 semaines, elle reçoit 25 000 appuis, le seuil minimum requis pour lancer une étude populaire à l'échelle provinciale. Étape 2, Assemblée citoyenne tirée au sort. Une assemblée de 300 citoyens, choisis aléatoirement à travers le Québec, représentant l'âge, la région, la langue, les origines sociales, se réunit. Ils reçoivent une formation neutre sur les enjeux linguistiques, des analyses d'impact économique, juridique et culturel, des avis contradictoires de linguistes, commerçants, juristes et citoyens. Après plusieurs jours de délibération, l'Assemblée modifie la proposition pour intégrer des exemptions ciblées pour les communautés autochtones et les touristes, un plan de soutien aux petites entreprises pour adapter leur affichage. La version finale de la loi est ensuite préparée pour être soumise à la population. Étape 3. Vote populaire. La loi est publiée sur Québec Agora avec un résumé vulgarisé, un exposé des arguments pour et contre, une courte vidéo explicative. Une période de 21 jours est ouverte pour voter, avec accès numérique et en présentiel dans les bureaux de participation. Le résultat, 62% des citoyens votent en faveur de la loi. Étape 4. Application par le pouvoir exécutif. Le ministère de la Culture, restructuré, reçoit le mandat d'appliquer la loi sous supervision d'un comité citoyen. Un coordinateur exécutif tiré au sort est nommé pour superviser le déploiement de la réforme.
Les mesures concrètes sont appliquées. Nouvelle signalisation, campagne d'information, subvention de transition. Étape 5, suivi et révision. 6 mois après, une évaluation citoyenne est organisée pour mesurer les effets de la loi. Des ajustements sont proposés pour corriger certains effets non prévus. Un vote est organisé pour confirmer ou ajuster la loi selon les résultats observés. Comparaison rapide avec le système actuel. Étape 5, suivi et révision. 6 mois après, une évaluation citoyenne est organisée pour mesurer les effets de la loi. Des ajustements sont proposés pour corriger certains effets non prévus. Un vote est organisé pour confirmer ou ajuster la loi selon les résultats observés. Ainsi se termine le parcours d'une loi dans un système démocratique plus direct. Une loi n'est jamais figée. Elle évolue, s'ajuste, s'améliore au fil du temps et de l'expérience des citoyens. Car au fond, la démocratie n'est pas un résultat final. C'est un processus vivant porté par celles et ceux qui choisissent d'y prendre part. Et c'est peut-être là, dans cette capacité à corriger le tir et à progresser ensemble, que réside toute la force du pouvoir citoyen. Le Lab citoyen existe pour ça. Questionner, comprendre, agir. Et si toi aussi, tu crois que le changement commence par une idée, aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi au Lab citoyen. Une action gratuite, simple, mais qui pourrait tout changer.